Bonjour à tous. La bibliothèque de Bordeaux est ravie de vous accueillir pour cet après-midi dédié à la place de la musique dans le soin. Cette rencontre a été réalisée en partenariat avec le centre hospitalier de Charles Perrins, dont je remercie ici ses représentantes. Et je remercie également tous nos invités d'avoir accepté de venir partager leur expérience avec vous. À l'issue de la table ronde, restez avec nous. Nous aurons le plaisir d'écouter le duo de Mathieu Hamon et Pierre Bouguier. Et ce concert commencera vers 16h et ce sera une jolie manière d'illustrer les propos qu'on aura pu entendre lors de cette table ronde. Donc je vais faire un petit tour de table et puis après je vais laisser la parole à nos intervenants. Alors, du coup, je commence. Je vais commencer par ordre alphabétique, voilà, puisque c'est difficile de trouver un ordre de passage. Donc, Agnès Aubert, qui est présidente de la commission des usagers du centre hospitalier de Charles Perrins et qui est également représentante des usagers de l'association UNAFAM. Donc, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques. C'est une association qui a des antennes un petit peu partout en France et qui a pour vocation d'accompagner les familles de personnes vivant avec des troubles psychiques. Ensuite, tout au fond, nous avons Pierre Bouguier, qui est chanteur, musicien, chef de chœur, colporteur de chansons, tout ça à la fois. Pierre, vous menez des projets musicaux un peu pour toutes les générations, de la crèche à la maison de retraite, en passant par des publics en situation de handicap mental. Donc on aura le plaisir de vous écouter juste après en concert avec Mathieu qui est quelque part dans la salle. Voilà. Donc Cécile de la Chérie, comédienne et également représentante de la Maison des Arts et art-thérapeute d'Aquitaine, donc la MAATA pour les intimes. La MAATA en fait propose des ateliers, des stages pour tout le monde, des stages avec des artistes et des art-thérapeutes, et ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous. L'idée c'est de proposer un endroit où les différents types de publics puissent se rejoindre. Emmanuelle Douriez, je cherchais au loin. Médiatrice santé père au sein du centre hospitalier de Charles Perrins, présidente également de l'association PsyHop, c'est comme ça qu'on dit, qui intervient dans le domaine des troubles bipolaires. Et donc dans ces deux structures, Emmanuelle, vous avez une mission de père aidance, c'est-à-dire de partage des savoirs expérientiels. Ensuite, nous avons Stéphanie Gonzalez, médiatrice culturelle du pôle culture du centre hospitalier de Charles Perrins. Donc, votre mission, Stéphanie, c'est de conduire une politique culturelle au sein de l'hôpital. Et ce sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif Culture et Santé. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, comme on dit, Frédéric Serrano, chef de chœur de plusieurs ensembles vocaux. Alors, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, Frédéric, mais peut-être juste une ou deux. Donc, la chorale mixte La Clé des Champs, qui est une chorale avec les détenus de la maison d'arrêt de Gradignan, et également la chorale du centre de Montalier, qui est un établissement sanitaire de réhabilitation psychosociale. Voilà, donc... Donc, du coup, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Donc, Stéphanie, je propose qu'on commence avec vous. Donc, vous avez la mission ambitieuse de conduire une politique culturelle au centre hospitalier de Charles Perrins. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est la place de la culture au sein de l'hôpital ? Déjà, moi, je ne suis pas artiste. Je ne sais pas me servir d'un micro, donc c'est bon, c'est branché, tout le monde m'entend. Fonctionne. Je suis médiatrice culturelle, donc c'est un métier qui est complètement inconnu au bataillon des hôpitaux, mais j'y travaille depuis 20 ans en tous les cas. Et l'hôpital Charles Perrins, qui est un hôpital psychiatrique sur Bordeaux, mène en fait depuis 2001 finalement des projets en lien entre la culture et l'hôpital.
C'est assez intéressant d'ailleurs dans la terminologie parce qu'au départ, le dispositif s'appelait Culture à l'hôpital. Et maintenant, il s'est transformé en Culture et Santé puisqu'il y a vraiment cette idée de pouvoir faire intervenir des artistes au sein de l'institution, mais aussi que des projets sortent de l'institution et que ce dedans-dehors puisse fonctionner le plus aisément possible. Alors concrètement, en quoi consistent mes journées ? J'ai écrit des choses sur ma feuille et je les suis pas du tout, mais c'était de dire surtout que ce qui était intéressant dans mon travail, je pense, c'est de faciliter la rencontre entre des personnes qui sont sur le site, qu'on appelle les usagers, les patients, mais aussi les agents hospitaliers, mais aussi toute la communauté hospitalière qui grouille dans un hôpital parce qu'en fait, on a plein de corps de métiers différents et donc j'articule avec tous ces corps de métiers. Et évidemment, ceux qu'on appelle les artistes, avec un grand A. Et l'idée, c'est vraiment de monter des projets ensemble pour... déjà pour passer de bons moments, ça c'est déjà la priorité. Et puis après, pour imaginer que ça peut faire bouger quelques lignes, notamment sur le regard que l'on peut porter aussi aux malades et à la maladie. Voilà, c'est très peut-être un peu très global, mais je vais pas trop m'étendre parce qu'après on va quand même aborder pas mal de ces questions. Mais en tous les cas, sur l'hôpital, on a vraiment écrit un projet culturel qui fait partie du projet d'établissement, avec des axes de travail, avec des missions dédiées et avec un champ d'action qui est très très varié et avec des acteurs qui sont extrêmement variés et on ne souhaite pas travailler qu'avec un seul média artistique ou médium artistique, mais plusieurs artistes. Donc voilà, c'est assez riche, mais je vais surtout laisser la parole à... Et alors, du coup, vous ne travaillez pas... Moi aussi, j'ai eu un problème. Non, c'est bon. Vous ne travaillez pas uniquement avec des artistes et notamment, le Pôle Culture met en place des projets qui sont coportés avec les équipes soignantes. C'est l'objectif, ouais. Des artistes et aussi des patients. Oui. Et alors peut-être que Emmanuel et Agnès, peut-être que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce coportage de projets artistiques au sein de l'hôpital. J'étais pas préparée. Alors est-ce que mon micro marche parce que je sais pas non plus il faut se rapprocher un peu plus. Il faut le manger, Agnès. Tu le manges et voilà. Je le mange et ça va mieux. Bon. Moi, j'ai la grande chance de participer à plusieurs projets, toujours avec plaisir. Et ce que je peux en retenir, c'est qu'il n'y a pas de... personne ne sait qui est qui. Moi, c'est toujours ce qui m'a séduit dans ces projets-là. On n'y vient pas en tant que patient, on n'y vient pas en tant que soignant. On y vient parce qu'on fait partie d'un projet. Alors... il se passe beaucoup de choses à l'hôpital. Il se passe plein de choses, mais qui ne sortent pas de l'hôpital. C'est dommage. Moi, je dis toujours, communiquez plus sur ce que vous faites, parce que moi, j'ai participé à des projets fabuleux, que ce soit les comités de lecture ou autour d'un repas. On lit tous les mêmes livres et puis on ne sait pas qui est qui. Chacun en parle et on est tout à fait surpris après d'apprendre. Moi, la personne à côté de moi m'a demandé un jour, et vous êtes hospitalisé dans quelle unité ? Et je lui dis, écoutez, moi je suis pas de l'hôpital, je suis quelqu'un d'extérieur, mais je suis là pour ce projet. Je parlerai pas des projets danse aussi, où beaucoup de personnes viennent. C'est une ambiance qui permet de déconstruire tout ce qu'on a comme vision de l'hôpital psychiatrique. Alors j'ai envie de dire de l'asile d'autrefois, qu'on voit encore dans des reportages malheureusement à la télévision. C'est plus ça, c'est des moments, c'est des bulles d'oxygène, c'est des bulles d'air. Et moi j'y participe toujours avec grand plaisir. Alors moi ce que je peux rajouter, c'est que j'ai participé donc... à une expérience, justement, sur le comité de lecture. Donc, c'était dans le cadre de l'Escale du livre, qui est une association qui organise différentes choses, qui organise le prix des lecteurs, qui organise un festival, etc., etc. Donc là, moi, j'avais été sollicitée par Stéphanie pour participer à ce comité de lecture, en tant que médiatrice de santé père, donc avec un pied chez les patients.
Et il se trouve que spontanément, j'ai eu l'idée d'inviter un patient que je suis actuellement, puisque je donne des entretiens de pair et danse, parce que ça lui correspondait totalement. Donc c'est quelqu'un qui a des troubles bipolaires et une phobie sociale. Donc je ne sais pas s'il a peut-être pas, mais donc il a des troubles bipolaires et une phobie sociale, et il ne connaît pas ses qualités, il ne connaît pas ses forces. Et là, j'ai fait le lien. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, mais pour lui c'était normal. Tout le monde lit beaucoup, enfin, etc. Et alors, voilà, il s'est rapproché de ce comité de lecture. Il se trouve que moi, j'ai pas eu le temps d'y aller, donc il y allait tout seul. Donc c'était un exercice. Alors, est-ce que c'était à but thérapeutique au départ? Non. Il venait avec moi, etc. Comme il avait des capacités de lecture, et voilà. Et au final, ça lui a permis de surmonter sa phobie sociale, puisqu'il y allait tout seul quand même. Hein. Ça lui a permis d'identifier ses forces. Ça, je crois qu'il a compris. Parce que moi, je lui dis, mais tu sais, moi, je suis pas capable de lire 5 livres comme ça sur commande. Hein. Il me dit, oh, oui, mais toi, tu n'as pas le temps. Même si j'avais le temps. Donc, je crois que petit à petit, il s'est rendu compte, mais oui, voilà. Donc, finalement, ça a eu un effet thérapeutique, on va dire. Et je suis vraiment ravie, et vraiment, j'espère que ça pourra se reproduire les fois d'après. J'ai pas encore eu le temps de faire vraiment le point avec lui. Enfin, on a fait le point, mais peut-être pas encore suffisamment, mais vraiment, là, j'ai bien vu le lien entre culture et santé. Enfin, là, vraiment, on est en plein dans... D'ailleurs, voilà. En fait, quand on en a discuté toutes les deux avec Emmanuel, on se disait toutes les deux qu'on était des maillons, en fait, dans l'institution. Parce qu'en fait, moi, je suis qu'un maillon de la chaîne. Je ne fais que mettre en lien des univers qui, a priori, peuvent être assez opaques. Mais finalement, en mêlant un petit peu, voilà, en venant interpeller des soignants qu'on sent très motivés, je regarde Laurence, en voyant des soignants qui sont déjà dans cette démarche de soins à travers la culture. Nous, en fait, on vient mettre en lien toutes ces personnes-là. Et c'est vrai que Emmanuel c'est arrivé il y a très peu de temps sur Périns. Mais quand j'ai su que tu allais arriver, je me suis dit évidemment, il faut qu'elle soit associée à ces projets-là dès le démarrage, au même titre qu'Agnès, qui pour moi voilà, fait aussi le lien avec les familles, avec les patients. Avec l'extérieur. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on s'appelle médiatrices toutes les deux. Alors, qui vient du latin, etc., du grec, etc., qui veut dire intermédiaire. C'est vrai que moi, mon métier, enfin, il se trouve que je suis une intermédiaire, c'est une médiatrice, mais je suis pair, P-A-I-R. Donc, j'ai aussi, moi, des troubles psychiques. Donc, toi, enfin, en tout cas, moi, ils sont dévoilés. Après, voilà. Mais moi, j'ai été embauchée. Je ne fais pas du tout de supposition, mais c'est vrai que la définition du médiateur de santé pair, c'est que c'est un membre du personnel qui dévoile qu'il a un problème de santé mentale. Après, les autres... Ce sont des nouveaux métiers, quand même, ça. Oui, c'est nouveau, oui. C'est nouveau en France. Oui. Donc, la mission ressemble dans le fait que ce soit... on est une interface entre les soignants, les soignés. On est un intermédiaire, enfin un chaînon. Oui. On peut l'appeler comme on veut. Mais... Et je crois que le fait justement d'être dans cet intermédiaire-là, c'est-à-dire que pour le coup, moi, souvent, on me pose la question, enfin, quand je fais un projet, mais vous êtes une artiste. Ah ben non, je suis pas une. Ah mais donc du coup, vous êtes une infirmière. Ben non, je suis pas une infirmière non plus, je suis pas une soignante. Donc c'est un peu l'entre-deux, mais cet entre-deux qui nous donne une casquette. Enfin, au final, cette casquette-là me va très bien parce que ça me permet de vraiment à la fois être dans l'échange avec les équipes soignantes et vraiment comprendre éventuellement les difficultés, les contraintes, etc. Et à la fois d'essayer, je pense, j'espère, de m'adapter au mieux aux artistes qui sont là et les accueillir du mieux que possible pour qu'ils puissent faire correctement leur travail aussi sur l'institution. Pardon, en plus, je vous dis ça tout en vous tournant le dos. C'est très, très, très classe. C'est vrai qu'on est au milieu, on est des facilitatrices. Enfin, voilà, il y a plein de termes qu'on peut mettre autour. Et alors, du coup, vous tous ici présents, vous avez participé ou monté des ateliers artistiques pour différents types de publics. Alors ici, on va s'intéresser uniquement aux projets autour de la musique, mais il y a eu,
plein de choses autour de d'autres esthétiques. Après, il fallait faire un choix. Et donc, différents types de publics aussi ont été concernés par vos projets. On les a évoqués rapidement tout à l'heure, que ce soit des personnes en situation de fragilité psychologique ou mentale. Ça pouvait être aussi des détenus, des seniors. Voilà, donc des publics très variés. Alors, je vous propose qu'on revienne sur certains de ces projets un peu plus en profondeur pour vous les présenter. Et ça permettra après de poser un peu les jalons pour voir comment on monte un atelier artistique réussi, comment on fait pour réussir cette démarche. On peut peut-être commencer par le projet chanson à 2 accords qui a été monté par le centre hospitalier de Charles Perrins. Stéphanie, peut-être en quelques mots la genèse du projet? Oui, alors en quelques mots, donc comme je l'ai expliqué par rapport au pôle culture et aux différents partenaires avec qui nous travaillons, en fait, l'histoire a commencé avec Julie Lagarrigue, qui est auteur, compositeur, interprète et qui est musicienne professionnelle, mais qui est aussi art-thérapeute. Mais là, on s'adressait vraiment à la musicienne professionnelle. Elle est venue nous rencontrer parce que elle a monté une très très belle pièce de théâtre qui s'appelle J'ai rencontré des étrangers. Et lorsqu'on l'a reçue en fait en résidence à l'hôpital, assez vite, on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble et de proposer quelque chose aussi de plus régulier. Et elle nous a proposé des ateliers d'écriture musicale. Mais elle s'est dit, je vais pas venir toute seule, donc assez vite. Cécile est arrivée. Je donne juste la contrainte. Moi, je trouve que c'est des moments assez fabuleux. On a 1 heure. Il faut qu'on écrive une chanson. Et ça, c'est la contrainte. Alors après, ce qui se passe, il va se passer plein de choses. Et il s'en est passé des choses. Mais je crois que, alors vraiment encore à ma place de médiatrice, ce que je retiens de toutes ces magnifiques chansons qui sont dans ce livre en vente... Ça, vous verrez avec Cécile. En fait, c'est que c'est vraiment des moments de rencontre. Et ce que j'aime dire, et c'est pas du tout de moi, puisque c'est une artiste, c'est une chorégraphe avec qui on travaille aussi souvent. Elle me dit en fait, ce qui est génial à Perrins, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que ces chansons, on a vraiment eu des énormes fous rires. Et d'ailleurs, c'est plus des fous rires qu'on a eu. Et on part d'une situation où on part d'une envie. De quoi vous avez envie d'écrire aujourd'hui? Les palmiers. C'est vrai que nous, on avait des palmiers dans la cour de l'hôpital qui, franchement, faisaient un peu la tronche. Et c'est parti, cette chanson, elle est partie de là. Au final, elle est magnifique. Et voilà, le démarrage, et après, je vais laisser Cécile, évidemment, en parler, mais le démarrage, c'est vraiment ça. On va passer 1 heure ensemble à tenter d'écrire quelque chose. Et au travers de ces chansons, évidemment qu'il y a des messages qui passent, mais il y a plus de sachant, c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas un cours, c'est vraiment un partage et je crois que ça se ressent bien dans ce livre. Hein, Cécile? Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Effectivement, la contrainte peut paraître folle, mais en fait, on a toujours réussi à écrire une chanson qu'on n'a jamais retouchée. Il y a 2 ou 3 chansons qui ont été écrites en plusieurs séances. C'est-à-dire quand on estimait qu'elle n'était pas finie, on proposait à un autre groupe ou à certaines personnes qui revenaient, ça dépendait, de la terminer. Mais ça a été très rare. Sinon, une fois qu'on avait décidé quand il était -5 qu'elle était terminée, on la chante, on l'enregistre et elle est dans la boîte. Donc c'est vraiment un témoin de cette heure-là, de ces 60 minutes qu'on a passées ensemble, où nous, on ne se soucie pas de savoir qui est patient, qui est soignant, suivant les unités ou les endroits dans lesquels on travaillait, il y avait des patients ou des gens qui pouvaient venir, se partir, peu importe. Et on se souciait que tout le monde ait la parole, que tout le monde soit content d'être là, et ça suffisait pour écrire des magnifiques chansons, effectivement. Voilà. Et ensuite, on a eu envie qu'elle continue d'exister. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre-disque. On a proposé à des chorales de s'en emparer, des chorales de différents publics, dont certaines de Fred. Et on les a enregistrées et on a fait ce bouquin grâce au confinement, faut bien le dire, sans lequel il n'aurait jamais vu le jour, parce qu'on a eu le temps d'y travailler. Voilà.
Du coup, on peut peut-être en faire écouter une, justement, de chansons. Alors, celle qu'on va vous faire écouter, elle a été chantée par le groupe de... Bah tiens, Fred, tu peux le dire alors. Oui, elle est assez particulière parce qu'elle s'intitule... pardon, j'ai perdu le titre. Prendre le large. Prendre le large, mais elle commence avec les mots « Ouvrez-moi cette cage ». Et ce sont les détenus de la maison d'arrêt qui ont chanté cette chanson. Donc tout de suite, elle prend une autre dimension qui est très très forte. Ce qui a été assez exceptionnel dans cette appropriation de la chanson, ça a été la construction entre le démarrage et puis l'aboutissement. Alors on en reparlera tout à l'heure parce que c'est encore plus mis en lumière par un documentaire qui a été réalisé la même année au sein de la maison d'arrêt. Mais c'est de voir comment, avec peu de bagage musical, si je puis même appeler ça comme ça, on arrive à un résultat qui est très beau, qui est très émouvant, plein de sentiments, plein de partage, de joie, de tout un tas de choses, et qui amène autant d'émotions quand en plus on connaît le groupe qui chante ces paroles-là en particulier. Donc enfin, je vais laisser peut-être la musique exprimer les choses. J'ai pas de son par contre. Mais c'est très beau. Alors attendez, je sais pas si c'est moi qui ai... On irait se balader. Toi et moi, ouvrez-moi cette cage. Ouvrez-moi cette cage, que je puisse prendre le large, m'envoler pour un nouveau voyage, et enfin tourner la page, et enfin tourner la page. Donnez-moi 2 heures, j'irai cueillir des fleurs, on prendrait un café, on irait se balader. Toi et moi au cinéma, dans le noir on s'enlacera. Se redonner le grand espoir, regardant les étoiles d'un soir, pensant aux rêves oubliés et enfin les réaliser. Ouvrez-moi cette cage, que je puisse prendre le large, m'envoler pour un nouveau voyage, et enfin tourner la page, et enfin tourner la page. Donnez-moi les clés, je pourrais rêver, on irait au soleil, visiter des merveilles. Toi et moi on s'évaderait sur l'île de Ré au Cap Ferré. Se redonner le grand espoir, regardons les étoiles d'un soir, pensant aux rêves oubliés et enfin les réaliser. Ouvrez-moi cette cage, que je puisse prendre le large, m'envoler pour un nouveau voyage, et enfin tourner la page, et enfin tourner la page. Alors, du coup, Cécile et Frédéric, donc vous avez été très investis sur ce projet. J'ai envie de vous poser la question simplement de la place de l'artiste à l'hôpital. Simplement, cette question. Oui. Pour moi, elle était simple à poser. En fait, moi, quand Julie m'a proposé ce projet, sachant que j'avais un peu chanté et un peu écrit des chansons, et que travailler avec des publics différents, comme on dit, ça m'a toujours intéressé, que j'avais déjà eu des expériences. Je suis arrivée dans cet atelier et on a écrit des chansons, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi beaucoup. On a trouvé très vite qu'il fallait du papier, un crayon, mettre les gens de façon à ce qu'ils puissent se voir, à ce qu'on puisse leur parler,
Et les choses se sont... Il faut dire aussi que quand on a commencé, on était à l'ancienne cafette, il y avait beaucoup de monde et on faisait des îlots parce que tout le monde, on pouvait pas écrire une chanson collective. On était trop nombreux, donc on faisait des îlots de 5-6 personnes. Donc on allait d'un îlot à l'autre pour aider les gens à écrire leurs chansons. Bon. Et très vite, on y a pris goût parce que on s'est pas posé, enfin, parce que les questions ne se posaient pas. À la fin de l'heure, la chanson était écrite. Et elle était, et on l'avait dans la tête après. Donc, ce qui était bon signe. Et quand on revenait la semaine ou 15 jours plus tard, on voyait pas les mêmes gens, mais il y avait toujours des rencontres et les chansons s'écrivaient au fur et à mesure. Donc ma place d'artiste. Après, ce qui est certain, c'est qu'on discutait beaucoup avec Stéphanie et Julie de certaines expériences qu'on avait pu vivre dans certaines unités. Il y avait des choses dont on avait besoin de parler après. C'est vrai. Contrairement à des ateliers plus traditionnels dans l'éducation nationale, je dis c'est faux. Parce que quand on sort d'un atelier dans l'éducation nationale, on a toujours besoin de parler de l'école qui va mal. C'est vrai. Donc voilà, pas plus. Pas plus, je dirais. Et moi, j'en ai retiré, et d'ailleurs, ça me manque beaucoup, j'en ai retiré énormément de joie, de bonheur, bah oui, ça a été une très, très grande satisfaction pour moi de faire ces ateliers-là. Ça durait 1 heure, mais c'était très, très dense. Oui, moi je dirais que d'une certaine manière, je me suis toujours refusé à me donner une autre place que celle que j'ai habituellement. Alors je travaille avec d'autres groupes, d'autres chœurs depuis presque 30 ans maintenant, donc des chœurs très traditionnels. Quand je dis très traditionnels, des gens qui viennent toutes les semaines, qui s'inscrivent en septembre, qui restent jusqu'en juin, qui restent une saison, qui restent 20 ans, enfin voilà, ce genre de pratique, c'est ça que j'appelle traditionnel. Là, évidemment, la tradition, elle fonctionne pas parce que dans ce groupe, je peux avoir des gens effectivement qui vont rester 2, 3, 4 ans même, et puis d'autres qui vont faire une séance, 2, 3, et puis qui arrêtent pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont trouvé un travail dans la prison et que c'est important de pouvoir améliorer le quotidien psychologiquement aussi, ou parce qu'ils ont été libérés, ou parce qu'ils ont pris une autre activité, ou parce que c'est trop compliqué d'être dans un groupe, d'être en face au milieu de personnes qui peut-être pourraient les juger. Enfin voilà, ce genre d'émotion qui peut se manifester et mettre fin à une participation, ou parce qu'il y en a aussi qui sont pas assez engagés ou qui ne sont pas en capacité de s'engager sur de la durée. Donc le fait d'avoir un groupe qui tourne beaucoup mais pas complètement, c'est la vraie contrainte par rapport au chœur plus traditionnel. Mais à part cette contrainte-là, qui est forte, parce qu'il faut à la fois capter le nouvel arrivant, la nouvelle arrivante, parce que c'est un chœur mixte, c'est le premier chœur en milieu carcéral mixte en France. Donc il faut capter l'attention des nouveaux arrivants sans qu'ils éprouvent de crainte, qu'ils ne se disent pas mais moi je suis vraiment moins bon que les autres, je vais pas y arriver. Donc faut pas que ce soit trop difficile, très incluant, très accessible, mais en même temps il faut pas que ceux qui sont là depuis 3 ans s'ennuient parce que c'est encore la même chose. Voilà, donc ce sont des choses qui sont je sais pas si c'est compliqué à gérer, mais enfin c'est en tout cas des choses à prendre en compte en permanence. Et pour autant, ça reste juste une chorale comme une autre. Voilà, il y a des personnes qui sont là et qui sont là pour chanter. Du coup, pour moi, ma place d'artiste n'est pas différente dans ce milieu-là d'un milieu extérieur, et c'est exactement pareil pour la chorale sur le domaine de Montalier qui vient de reprendre. Là c'est pas sur des saisons, c'est pas sur une année complète, c'est sur plusieurs mois à la suite. J'avais des jeunes la semaine dernière qui n'étaient pas les mêmes que ceux de la semaine d'avant, et je pense que vendredi je vais en avoir d'autres, mais à chaque fois, et peut-être que ceux de la première vont revenir, et on construit ensemble et on essaie de monter quelque chose qui peut être produit devant un public ou pas. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'impératif. C'est un travail qu'on fait ensemble, de construction en commun. C'est la chose la plus importante. Et donc, artiste d'un côté de l'autre, il n'y a pas de différence.
Oui, on revient à ce que... Pardon Pierre, vous vouliez... Oui, mais par rapport à la place de l'artiste, j'ai envie de dire, enfin, au sein de ces structures-là, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps avec une comédienne qui disait « Vous les artistes, vous êtes des professionnels de l'émotion ». Et ce qui me vient là en vous entendant, c'est que dans ces lieux-là, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, qui sont dures. Des fois, des personnes qui vivent dans l'isolement, dans une chambre par exemple, ou qui sont coupées de leur famille ou de leurs amis. Et en fait, l'art permet aussi déjà d'exprimer des émotions de façon un peu, comment dire, jolie ou différente ou des fois inconsciente quelque part. Et j'aime bien cette phrase qui dit une émotion lâchée et alors, j'ai même pas la phrase en fait, j'ai pas la suite, mais je sais que c'est un point en moins, c'est du stress en moins, c'est du mieux-être quoi. Et puis il y a aussi cette capacité forte de l'art pour le coup de fédérer et de faire rencontrer des personnes autour d'une activité. Et souvent dans ces lieux-là, on en a vraiment besoin, quoi. Et alors, je reviens quand même sur cette idée de place, alors de l'artiste, du patient ou du soignant. Quand on a préparé un peu cette table ronde. Alors, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Il y avait quand même cette idée de créer une forme d'anonymat, je crois, de mettre un peu tout le monde au même niveau, sans distinction, c'est-à-dire plus de blouse pour les soignants, pour éviter de les distinguer. L'idée aussi qu'on s'adresse à la partie non malade de la personne, et que cette forme de mise à plat, un peu, de tout le monde au même niveau, favoriser aussi peut-être l'investissement de ces personnes et le fait qu'elles se sentent plus à l'aise, voilà, pas de différence qu'on soit malade, qu'on soit patient, soignant ou artiste en fait. Moi, je voulais juste effectivement dire quelque chose, c'est que vraiment, il faut penser ces projets comme vraiment un véritable partenariat entre des équipes de soins et des équipes artistiques. C'est-à-dire que c'est vrai que les artistes interviennent, ils interviennent tous comme ils sont, mais il y a un maillage quand même dessous. Il y a toujours les soignants, c'est vraiment ce dispositif culture et santé. C'est-à-dire que l'exigence que moi je dois y mettre, c'est qu'un artiste ne doit pas intervenir seul, il n'a pas à intervenir seul. Les soignants sont toujours là. Ils sont là parce que à un moment donné, ce qu'on disait, il y a des choses qui vont bouger et même les soignants sont eux-mêmes surpris de ce qui peut bouger s'ils acceptent d'être surpris, mais ils le sont très 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 souvent. Mais c'est vraiment cette vraie coopération entre ces deux univers. Ça vraiment, je trouve que c'est la clé de la réussite. J'anticipe un petit peu, mais réellement, ça c'est notre travail à nous de médiateurs, de responsables culturels. Je vois ma collègue Annick Sikali qui travaille à Cadillac. C'est notre rôle, je pense, bien qu'Annick soit une soignante au départ, mais notre rôle, c'est quand même de mettre ces gens en lien. Et ce n'est pas de les laisser seuls intervenir parce que, j'ai envie de dire, chacun son job quand même. Chacun son travail. Et c'est très important de laisser la place à chacun et que chacun se trouve accueilli dans la place qu'il a. C'est-à-dire que Cécile ou Julie, ou j'ai plein d'autres exemples, mais des moments où on pouvait plaisanter ou avoir des situations, ou des rimes, ou des choses qui nous faisaient rire. Et des fois, il y a des soignants qui disent « Ouh là là, mais là, peut-être que cette personne-là rigoler avec ça, c'est peut-être pas terrible. » Mais on ne s'interdit pas. Mais évidemment, c'est c'est très bienveillant. Alors, c'est un peu galvaudé comme terme aujourd'hui, mais c'est quand même... Il y a un matelas, quoi, derrière. Il y a un matelas. Parce qu'on doit s'adapter. C'est-à-dire que j'ai horreur du terme public empêché, mais par contre, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin de venir en prison. Du coup, pour faire le lien, en fait, nous, avec Fred, on avait monté ce projet, puisqu'en fait, à Gradignan, l'hôpital a une antenne, en fait. Donc, mais je veux dire, il y a des soignants derrière qui coécrivent les projets. Ce sont des projets qui sont coécrits ensemble. C'est vraiment important ce point-là parce que pour le coup, à mon niveau, je suis très 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 sollicitée par des artistes qui ont envie de venir à Périns
énormément, parce que je pense que c'est un lieu qui aussi intrigue. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Annick il n'y a pas très longtemps, et je pense que tout le monde ne peut quand même pas intervenir comme ça. Je crois qu'il y a quand même un... Non, Annick, tu peux répondre à ce que je t'interpelle directement. Présente, et elle me dit, tiens, mon fils d'ailleurs il est à Montalier, et donc son fils a participé à un projet culturel. À ce titre, je vous invite tous le 11 juin, le samedi à 18h au TNBA, à vous de vous inscrire en ligne, hein, c'est gratuit en plus, et là il y a la diffusion d'un film qui est extrait d'une création de pièces de théâtre avec les étudiants de l'ESTBA et un groupe de patients de Cadillac, la Rivière Bleue, de Bègle, des ados qui sont entre eux, Cadillac et Montalier. Voilà. Et cette maman me parle de son fils que je connaissais, donc une belle rencontre, et elle me dit, voilà, il a un coefficient intellectuel qui... Le parent ne s'est pas interrogé un jour du QI de son enfant. Bah. Et on peut être contre, mais quand on est contre, c'est qu'on s'y intéresse, malgré tout. Un coefficient intellectuel même un peu au-dessus de la normale, et là où ça pêche, c'est sur le coefficient émotionnel. Et ben, c'est pour ça que nos patients sont des artistes en herbe. Parce que les artistes, la fibre première d'un artiste, c'est l'émotion. Et ils nous surprennent. Hein, bien souvent, ils nous surprennent parce que on peut être biaisé par un autre regard posé sur. Alors effectivement, avec Stéphanie, on est bavardes l'une et l'autre et on a de longues discussions vraiment constructives parce qu'on perd jamais notre temps et on ne le compte pas, notre temps. Hein, parce qu'on ne peut pas accompagner, que ça soit de la part des artistes, des professionnels et puis des patients aussi, parce qu'ils ont leur temps de compter, ils ont leur journée. On ne peut pas participer, accompagner, on y met le verbe que l'on veut, des projets culturels si on compte notre temps. Si nous ne sommes pas passionnés, ça ne marche pas. Et Stéphanie comme moi, pour pouvoir accompagner des projets, la pièce centrale, ce sont l'adhésion des soignants. Et là où, effectivement, parfois, on a des projets sur lesquels nous misons, mais que l'on ne peut pas faire émerger à un moment donné dans nos lieux d'exercice, c'est parce que en face, il n'y a pas la volonté, la motivation, le désir. Je vais surtout parler le désir et le plaisir de vouloir faire l'un avec l'autre. D'ailleurs, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, parce que nous étions dans une situation de Covid, de crise sanitaire, on a eu le temps de pouvoir créer une œuvre. Donc, vous voyez, c'est des vases communicants. Voilà. Mais tout ce qui nous réunit, c'est cette notion de plaisir et de partage d'émotions. Voilà. Moi, je veux bien rebondir sur une chose, par rapport à la place dont tu parlais au début, est-ce qu'on fait la distinction ou pas? Ce que je trouve intéressant, c'est que ça déplace... tu parlais aussi de niveau. Et finalement, je me disais, le niveau, finalement, il est réévalué plus par rapport à l'artistique. C'est-à-dire que si on fait de la chorale, donc moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est une animatrice qui a l'habitude d'animer, et avec des résidents d'EHPAD, finalement, il y en avait une, par exemple, dans un projet que je menais, où elle avait vraiment des difficultés à chanter en rythme et juste. Et à côté, il y avait des résidents d'EHPAD qui chantaient juste et en rythme. Donc, c'était intéressant de voir que elle était en difficulté, et c'était les personnes âgées qui l'aidaient. Voilà, ou par exemple d'autres qui avaient la maladie d'Alzheimer, qui à 14h avaient oublié qu'elles avaient mangé à midi. Donc vraiment besoin d'un accompagnement au quotidien. Mais sur scène,
toutes les paroles ressortaient. Et du coup, d'autres professionnels, par exemple, mais pas que, mais étaient très stressés et perdaient les paroles. Donc finalement, voilà, et les animatrices disaient, moi j'adore, on a le même t-shirt de choriste et finalement c'est moi qui suis plus sans difficulté que les personnes que j'accompagne au quotidien. Donc ça crée un espace où, voilà, c'est différent, quoi. Les liens et l'approche est différente. Oui, moi je voudrais juste dire sur le travail entre le personnel soignant et les patients, c'est aussi un moyen pour le personnel soignant d'avoir un autre regard sur le patient. Parce que c'est vrai que le fait de le voir, enfin les personnes qui sont hospitalisées sont quand même pas à ce moment-là au top de leur forme. Et le fait de les voir dans le cadre de la chambre, dans le cadre des unités, c'est pas la même chose que de les voir dans ces moments privilégiés où le regard du personnel soignant peut changer aussi. Est-ce que je me trompe? Je vois. Non, puis c'est voir la personne dans un autre état que celui où... Moi, j'ai été tout à fait surprise des patients que je connaissais, que je croisais, qui étaient vraiment très isolés, très renfermés, avec un regard, pas de regard du tout. Et puis, dans d'autres circonstances, et entre autres, quand on danse dans ce fameux couloir où c'est plus les mêmes personnes. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit tout le temps comme ça, mais c'est aussi pour les soignants se dire, tiens, elle peut être aussi comme ça, cette personne. Et j'ai un exemple. Moi, on a la chance, nous, en tant qu'intervenants extérieurs, de ne pas être installés dans un quotidien avec des habitudes et qui, voilà, nous, on arrive avec un œil nouveau et en plus, parfois, on ne connaît pas les personnes. Et je pense à Madeleine, par exemple, qui était en fauteuil et petit à petit, avec le projet de chorale, elle a repris des forces. Et puis, à un moment, elle devait venir chanter en duo. Et puis, je dis, Madeleine, tu viens? Et hop, elle s'est levée. Et les animatrices l'ont regardée. Waouh! Voilà, elle a vu la chaise, elle y est allée, quoi. Alors que, elle n'aurait jamais pensé à lui proposer ça. Donc, on a aussi cette, quelque part, insouciance ou méconnaissance qui permettent de les voir avec un autre regard et d'accéder à d'autres couleurs de la personne. Mais ce que disait Fred tout à l'heure sur les objectifs artistiques, enfin les exigences qu'on a, elles sont égales elles sont pareilles que celles qu'on a avec les autres. Nous, quand on écrit une chanson, quand une rime ne va pas, quand le son ne va pas, on dit non, trouvez autre chose. On ne prend pas tout, on n'accepte pas tout. On explique pourquoi ou pas, mais c'est vrai qu'on a une exigence aussi. Oui, c'est très très important. Ouais. Mais votre regard, qui est différent, pardon. Non, mais le regard qui est différent, c'est intéressant parce que ce que tu dis, Pierre, moi je l'ai vécu parce qu'effectivement on faisait des déambulations. Alors avec le Covid, on a changé un petit peu la façon de travailler, mais j'ai ce souvenir d'arriver un jour avec la compagnie Fabre-Senou dans une unité qui est une unité fermée. Il y avait beaucoup d'hommes et quand je suis arrivée, voilà, on m'a dit non, là vraiment ils sont très fatigués. Alors il y avait beaucoup d'hommes, ils étaient tous sur les chaises et j'arrive avec deux soleils, quoi, Norbert Senou et Caroline, et on venait pour un atelier de danse afro-contemporaine. Et c'est marrant parce que moi ma première idée c'était de me dire bon, c'est vrai que ça va peut-être être un peu compliqué, on va peut-être plutôt faire du chant. Donc les soignants arrivent et puis ça venait au fur et à mesure et puis il y a une soignante qui dit non mais je reviens, je vais faire le tour des chambres, je reviens. Et entre le moment où elle est partie, où elle est revenue, c'était écoulé un quart d'heure. Et un quart d'heure après, nous étions tous debout. Il y avait une espèce de truc assez incroyable. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment la magie à la fois de l'art, mais quand même, et là, je tiens vraiment à le signaler, aux artistes qui viennent et qui donnent énormément avec beaucoup de contraintes. Parce qu'on vous en donne beaucoup de contraintes, en fait. Alors ça, attention, donc là, ça va se passer comme ça. Puis vous allez pouvoir venir de telle heure à telle heure. Mais là, va pas falloir déborder. Donc je trouve que malgré tout, vous adaptez énormément aux contraintes, tout en étant très libre. On vous met quand même beaucoup de contraintes dans l'institution. La contrainte libère. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais quand même.
Et moi, je voulais revenir sur deux petites choses par rapport à la place de l'artiste, préciser quelque chose qui est vraiment important. En tout cas, je parle en mon nom, mais je reste artiste, je ne deviens pas soignant. Je suis pas musicothérapeute, je n'en ai ni la prétention, ni les qualités, les capacités, etc. J'ai évidemment conscience que ce que je fais faire agit d'une manière ou d'une autre, et d'une manière parfois singulière, parfois très inattendue, mais je reste l'artiste qui propose ses capacités, ses compétences, ses expériences d'artiste. Voilà, je ne deviens pas soignant. Et par rapport à cette histoire d'anonymat, je ne suis pas sûr que le mot soit bien choisi. En tout cas, dans le contexte de la chorale, au SMPR à Gradignan, justement, on sort de l'anonymat parce qu'on s'appelle par nos prénoms. Et ce qui est même assez flagrant, très surprenant d'une certaine manière. Alors évidemment, les soignants chantent. Les soignants qui sont là, il y en a toujours deux, c'est la règle. Mais ils chantent, ils se mettent pas derrière à regarder ce qui se passe. Ils font partie de la chorale. Ils n'ont pas de blouse, donc on ne sait pas qui est soignant, qui est soigné, peu importe. Et on s'appelle par nos prénoms. Parce que moi, dans mes chorales, j'appelle mes chanteurs par leur prénom. Enfin, quand je les retiens, je disais tout à l'heure, j'ai du mal à retenir les prénoms, mais là, je fais quand même un gros effort. On s'appelle par nos prénoms. Je suis Frédéric et ils sont Mathieu, Betty, etc. Et quand l'activité est terminée, eh bien, je sais pas si je peux citer les noms, prénoms des soignants. Voilà, Françoise qui était celle qui a monté ce projet. Elle est partie en retraite il y a un mois. Mais dans la chorale, c'est Françoise. Et une fois qu'on a passé la porte de la salle, donc on n'est plus dans l'activité chorale. S'il y a un détenu qui s'adresse à elle, le détenu ou la détenue ne dit plus Françoise, mais Madame Mounier. Et c'est flagrant cette manière d'identifier le lieu comme le lieu de la liberté, du non-anonymat. Donc c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce mot-là. Et puis alors pour terminer, on a l'habitude aussi de produire quand c'est possible. Évidemment avec la pandémie, ça avait été mis entre parenthèses, un concert qui est donné en partie par les détenus, en partie par un chœur que je fais venir de l'extérieur, et puis en partie par les deux chœurs réunis et sur la scène. Donc, on ne sait plus qui est soignant, qui est chanteur extérieur, chanteur intérieur. Et à ce moment-là, c'est vraiment un moment d'émotion particulièrement impressionnant, d'émotion très très forte. Ouais. Et j'ai envie moi, c'est vrai que ça me parle quand tu dis c'est tout sauf de l'anonymat. Enfin, je t'ai pas dit ça comme ça, mais moi, c'est ce qui me vient. C'est parce que notre métier aussi, à un moment, c'est de mettre, ou pas, on n'est pas obligé de terminer sur scène, mais moi, j'adore la scène. Donc, c'est un moment de mettre des personnes sous la lumière. Et donc, je pense qu'on est là aussi. Je parlais d'émotion tout à l'heure, mais c'est d'aller travailler sur l'identité des personnes. Avec les personnes âgées, par exemple, en EHPAD, il y a des personnes j'ai parlé avec une psychologue et certains chanteur disait ça me fait du bien de pas être qu'un vieux qui attend la mort. Là, j'étais choriste, j'étais acteur. Et puis le travail sur l'identité, j'ai mené par exemple des spectacles en IME avec à la section autisme où on est 25 sur scène de la section et des enfants. Et en fait, mon travail par rapport au spectacle qu'on créait, c'était de voir les qualités de chacun. Et tout à l'heure on va parler de Mathieu, mais Mathieu par exemple il avait une facilité à chanter. À un moment il a eu un moment a cappella. Donc voilà, puis il y avait une Marie par exemple, quand je jouais du djembé, elle dansait mais c'était incroyable. On va créer le spectacle pour montrer les qualités de chacun. Donc c'est pas du tout de l'anonymat, c'est aller rencontrer les personnes et de les mettre en valeur aussi. Je sais que c'est Stéphanie, quand on a parlé de la table ronde, nous on vient là aussi pour mettre en valeur les personnes, et pour ça faut aller les rencontrer. Alors, justement, je propose qu'on revienne un petit peu plus sur les chorales que vous avez pu animer, Pierre, auprès de maisons de retraite. Je vous propose qu'on lance la bande-annonce du Get the Power, si ça vous va, ça donne un aperçu. C'est très réjouissant à voir. J'ai juste envie de donner les bases avant, parce que je trouve ça important de commencer à arriver. En fait, c'est un petit village en Mayenne de 1500 habitants qui accueille tous les ans un festival de musique actuelle où il y a entre 15 et 20 000 festivaliers. Et juste à côté du site, il y a un EHPAD avec 80 résidents qui voient
À 19h, des jeunes défilés, il y a même les filles qui boivent de la bière, et dis donc. Et puis après, ils entendent des poum, poum, poum. Et le festival cherchait, avec la médiatrice culturelle, Julie, cherchait à impliquer donc, toute la population locale, les collèges, les IME, etc., dans le festival. Et la première approche avec les résidents d'EHPAD, ça a été la déco. Ils ont tricoté des grandes laines qui entouraient les arbres, c'était magnifique. L'année d'après, ils ont créé une chanson autour de leur souvenir du lavoir, parce qu'il y avait un lavoir sur le site, et donc il y avait plein de petites phrases des résidents avec une chanson qu'on pouvait entendre, un peu comme une expo. Et ils ont dit à Madame Julie, parce qu'il l'appelait comme ça, Madame Julie, l'année prochaine, on aimerait bien chanter, on aime ça. Donc là, l'idée est partie des résidents, ils avaient envie de chanter. L'animatrice avait envie était vraiment à 200% partante, et a proposé de faire quelque chose avec l'harmonie. Il y avait un petit orchestre dans le village. Et puis Julie s'est dit, on va peut-être profiter du réseau qui met en lien les 6 EHPAD 2 fois par an, ils se réunissent depuis 20 ans. Ça veut dire que c'est des professionnels qui ont l'habitude de faire des choses ensemble depuis 20 ans. Ils se connaissent, et il y a la coordinatrice du CCAS, Centre communal d'action sociale, CIAS, intercommunal, qui coordonne tout ça. Donc on a besoin de ces personnes qui font des liens entre les structures, et du coup entre les artistes. Julie m'a appelé pour me proposer de diriger une chorale réunissant 60 résidents d'EHPAD, mais pour faire de la musique actuelle. Ça devait être juste un concert, donc ça a été 6 mois de répétition pour un concert au festival. Ça a été tellement bouleversant, gros buzz. Il y avait Sanseverino, Xmo Puccino, et les gens venaient me voir. Il paraît qu'on a raté le meilleur moment du festival avec vous, avec la chorale You Get the Power. On a refait un deuxième concert complet 10 jours avant, 700 personnes. C'était incroyable. Et du coup, un copain est venu pour filmer, pour faire un petit reportage de 5 minutes, et pour les réseaux. Et en fait, c'est devenu un film documentaire. Il n'arrivait pas à enlever les rushs. Il dit, ça, je peux pas l'enlever, ça, je peux pas l'enlever. Pierre, faut qu'on fasse un film. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce film-là. C'est la bande-annonce, je crois, qui arrive. The Power, c'est quoi? C'est plein de fou rire, c'est décalé, c'est énergique, c'est fragile et puissant à la fois. J'étais content parce que tous les enfants qui étaient devant moi, ils me regardaient dans les yeux, puis ils disaient, quand je suis sorti, tiens, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ils me suivaient partout après. Ça, c'était un des objectifs du Get the Power. C'était que réellement, les résidents se sentent complètement intégrés et qu'ils soient valorisés aussi par l'acte créatif et d'amener quelque chose de nouveau aux gens. J'ai l'impression que Get, c'est un petit peu nouveau. Il était venu tout triste, ce petit bar qui s'appelait. J'ai toujours Pierre en face de moi, là, sur la photo. Ça me rappelle et puis Sylvie, Sandrine, Jean qui est décédé, et Colette. C'est l'avant-dernière maison, ça, monsieur. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Après, hop là, bon. Au-dessus, mon mari serait là, il serait content. Je sortais souvent à la maison. Sortez souvent. Vous vous rendez compte de l'espoir que vous donnez là? Oui ou non? Comment envoyer l'espoir, You Get the Power, comment? On peut avoir le nom de la maison de retraite. On peut avoir le nom de la maison de retraite parce que ça a l'air sympa. Il y en a qui m'ont dit des fois, mais t'as intérêt de continuer parce que je pense dans 20 ans, je suis en maison de retraite. Donc j'espère que tu seras encore là. Moi, c'est pas 20 ans, mais ça me plaît. Et alors, du coup, Pierre, donc il y a eu cette chorale, donc You Get the Power, et il y a eu aussi Germaine and the Kids.
Donc, pareil, un groupe de personnes retraitées avec des enfants. Et donc, il y a vraiment... là, il y avait une volonté vraiment de travailler sur l'intergénérationnel. Vous aviez dit aussi tout à l'heure que vous aviez fait travailler... ces personnes sur des musiques actuelles aussi, qui correspondent pas forcément à leur référentiel, à ce qu'elles ont l'habitude d'écouter peut-être. Et à un moment donné, dans un des reportages, je vous cite, j'ai trouvé cette phrase intéressante, vous disiez que c'était une manière aussi de remettre les anciens au cœur de la cité. Et du coup, voilà, Ben oui, c'est vrai que moi j'ai fait des voyages où j'allais en Turquie, en Iran, et dès que j'arrivais dans une famille, on me mettait à côté de l'ancien. Ou en Afrique, on me disait à côté du vieux. Et le vieux, c'était un honneur. C'était la personne la plus respectée. Et j'ai aussi rencontré des vieux qui étaient pressés de vieillir quelque part. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'en ai rencontré qui me disaient, te rends compte, moi, j'ai bientôt cet âge-là. Et j'ai gardé mon âme d'enfant. D'ailleurs, c'est beaucoup ça, je trouve, qu'on va chercher aussi dans nos métiers, d'aller chercher le jeu, la créativité, l'âme d'enfant. Et du coup, regarde, on me doit le respect parce que je vieillis. Et c'est vrai que tous ces voyages-là, chaque fois, je me disais, mais nous, nos vieux. Je pense à Arnaud qui a réalisé le film. Avant ce film-là, il me disait, mais j'ai l'impression que j'avais jamais parlé avec un vieux parce que ses grands-parents sont décédés rapidement. Et on les voit plus, ou plus beaucoup. Et quand il y a des personnes ridées, on gomme les rides à l'image. Et donc l'idée, c'était de remettre la beauté de ces rides dans l'espace public et d'être avec eux. Ça me paraît une société avec tout le monde, comme avec le handicap, ça me paraît une société plus saine. Et alors, tout à l'heure, vous parliez justement de personnes qui étaient touchées par Alzheimer, qui oubliaient très vite, ce qui s'était passé il y a 2 heures. Comment vous avez intégré cette complexité, je vais dire, dans votre travail de ces répétitions pour la chorale et pour préparer le fameux concert? Alors, la plus grande difficulté, c'était l'apprentissage des paroles. Et du coup, par exemple, la chance qu'on avait, c'est qu'on reprenait le répertoire un groupe de mon groupe qui s'appelle Mémé les Watts. On est 4 musiciens, on reprend des chansons de Mémé des années 30, 40, 50 en musique actuelle. Donc, c'était des chansons qu'ils connaissaient. Mais même une chanson, je ne sais pas si c'est connu à Bordeaux, Rikita. Rikita, ouais, c'est connu. Du coup, chez nous, c'est connu, mais en fait, je me rendais compte que même celle-ci, ils connaissaient le premier couplet, le refrain, et après, le deuxième et troisième, ils connaissaient plus. Et en plus, au début, je les entendais pas chanter. Je fais, oh là là, mais on va jamais les entendre. Le technicien son, Roland, si tu nous écoutes, il va galérer, quoi. Et en fait, l'idée, c'était de dispatcher un peu les paroles, de voir qui était capable de prendre un micro, de chanter en soliste. Et c'est là où je leur demandais des fois de prendre des risques, parce que là, moi, j'ai besoin de toi. Sinon, on n'a pas assez de chanteurs et j'ai pas envie de prendre toutes les paroles. Moi aussi, en tant qu'artiste, je peux en prendre, mais j'ai envie... Donc, il y en a certains qui, au début, voulaient pas du tout, et puis ils ont vu certains prendre des risques. Et après, la répète d'après, la personne n'était pas là, et c'est une autre personne qui a dit, bon, allez, je veux bien essayer. Et c'était chouette de voir que, voilà, en dispatchant, en se répartissant les missions, on arrivait à créer un groupe et à ce que chacun prenne sa place. Après, l'idée c'était de répéter. Moi, je leur disais, je sais pas, mais parce qu'en fait, c'est ce qui est fou, c'est que je suis intervenu que 5 fois sur les 6 premiers mois de répétition. Je m'étais promis de plus accepter de projet parce que je jouais beaucoup d'autres spectacles à côté. Mais quand on me l'a proposé, je dis bon, d'accord, mais il faut vraiment que les animatrices fassent répéter les huguettes régulièrement. Et je sais pas, vous mettez les paroles devant le trône des toilettes, comme ça elles les lisent. Vous passez la musique dans les couloirs quand ils attendent pour une autre activité. Donc on essayait de réfléchir ensemble. D'ailleurs, il y a un EHPAD qui répétait toutes les semaines. Et à un moment, ils ont ralenti parce qu'ils ont senti que ça faisait trop ce projet-là. Voilà. Donc des fois, il a fallu ajuster un peu. Et voilà. Et par rapport aux personnes Alzheimer, j'ai une anecdote quand même qui me marque, c'est que vu que le projet a fait un buzz grâce au film et puis la campagne de financement participatif, on nous a demandé d'aller jouer au Grand Rex à Paris. Donc la plupart des huguettes n'étaient jamais montées sur scène. Au bout de 2 concerts, on leur demande d'aller jouer à Paris, au Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe, et certaines n'étaient jamais allées à Paris, et la doyenne qui avait 97 ans. Et dans le bus, j'étais à côté de Cécile, et Cécile, je lui dis, tu sais où on va ? Non. On va à Paris. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on va visiter ?
Et c'était fort. Il y a une personne qu'on a failli perdre, donc il fallait vraiment une grosse organisation parce que en sortant des toilettes, elle a pas pris le bon couloir et ouf, ça a duré que 2 minutes, mais voilà, ça demande quand même une sacrée organisation. Et donc voilà, et Cécile, je l'ai dit tout à l'heure, mais pendant 52 minutes sur scène, elle est plus du tout en situation de handicap ou de dépendance, elle est en situation de talent. Et du coup, donc Germaine and the Kids, donc voilà, mélanger enfants et seniors. La mixité justement, enfin le côté intergénérationnel, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a poussé peut-être les seniors à aller plus loin, à prendre plus de risques? Est-ce que ça leur a donné Sûrement. confiance? En fait, j'aime bien quand Julie elle le dit dans le film, elle dit les Huguettes ont essayé de faire les Jones. Et finalement, ça a marché. Elles ont oublié qu'elles étaient vieilles. Et gens qui devaient même pas faire le premier cancer, je sais pas si c'est à cause d'un cancer, mais peut-être. En tous les cas, les chirurgiens avaient dit, Jean, 2 mois avant, il sera plus normalement. Notre pronostic, c'est qu'il sera plus là. Donc choisis quelqu'un d'autre pour le soliste de Rossignol de Mes Amours. Finalement, il était là le jour J, et il arrive avec son déambulateur, et à un moment, il lâche le déambulateur. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, par rapport ça les booste, les anciens, mais aussi les jeunes. Ce que je trouve beau, c'est par exemple sur la chorale Germaine and the Kids, il y avait la doyenne, c'était Germaine, 99 ans, et dès que la classe de CE2, CM1, CM2 est arrivée, ils ont fait le bibi. Et du coup, la première fille qui arrivait, bon d'accord, elle s'est mise à faire un bisou à Germaine, puis après à celle qui était à côté, puis à côté. Et c'est des personnes, alors surtout en temps de Covid, mais qui ne sont plus beaucoup en contact physique avec d'autres personnes. Souvent, c'est des personnes qui sont recroquevillées. Là, j'ai envie de dire, elles sont obligées, on leur donne une raison de relever la tête, la colonne vertébrale. Elles sont au contact de personnes qui ne sont pas de leur famille. Donc là, ils ont fait, les enfants ont fait les bisous à tout le monde, et c'est pareil à l'inverse. C'est que les enfants, ils ont fait des bisous il y avait 60 Germaines peut-être, et donc ça crée du contact, et on s'est beaucoup marré pendant les répétitions. Et je me dis, pour ces jeunes-là, c'est fort de pas voir des anciens comme des personnes qui sont un poids, on dit un poids pour la société, mais un poids aussi pour la famille. Des fois, je sais pas s'il y a des problèmes financiers ou autres. Là, c'est des personnes à qui on peut se marrer. Et moi, c'est ce que j'avais touché dans mes voyages, où je me marrais autant avec l'ancien qu'avec le jeune. Et je m'étais dit, mais en fait, il était jeune avant. Et en fait, moi, je vais bientôt être vieux. Et finalement, j'espère que je serai encore jeune. Et du coup, il y a un côté fraternel qui se crée, où on se dit, on n'est pas si différent que ça. Et moi, je serai comme toi aussi plus tard. Et voilà, tout ça, ça apporte aussi bien aux enfants qu'aux anciens. Et alors, il y a un autre projet, je ne sais pas si on peut appeler ça, oui, que vous avez développé, c'est donc ce duo avec Mathieu. J'ai juste un truc à dire avant, que ça me fait passer par la tête, c'est quand même qu'à l'EHPAD d'Ernée, la responsable infirmière ou cadre de santé, je ne sais plus comment on l'appelle, a remarqué que les médicaments, la prise de médicaments a vraiment baissé, d'antidépresseurs ou de douleurs. Et donc ça, c'est pas rien, parce que là, c'est concret. C'est ok, la musique, ça fait du bien, d'accord, mais souvent c'est dur à toucher, c'est pas palpable. Là, bon, ok, il y a la réduction de moitié pour certains, ou certains, on a enlevé complètement certains médicaments, c'est du concret. Et puis, j'aime bien parler des colonnes vertébrales, mais Madeleine, qu'on a vu tout à l'heure chanter Le Petit Bal Perdu, elle était en fauteuil. La première répétition, elle était en un état de dépression très fort, et elle a dit « Je reviendrai pas à votre chorale, c'est trop fatigant ». « Oh non, Madeleine, c'est toi qui as le plus de facilité, tu chantes juste en rythme, j'ai besoin de toi. » « Oh non, je reviendrai pas. » Elle est revenue, et c'est petit à petit où elle s'est redressée, et où à un moment elle est sortie de son fauteuil, et 2 ans après, elle dansait le Paso Doble quand on est allé faire un concert à l'EHPAD. Et elle est décédée l'année dernière, et je suis allé à l'enterrement, et ça m'a touché parce qu'il y a plein de personnes de la famille qui sont allées témoigner pour leur grand-mère notamment, et qui ont dit grâce aux Huguettes, elle a eu 5 ans de vie de bonus. Donc ça, c'est fort aussi. Et là, je rajoute ça. Nous, ce que ça nous apporte, c'est qu'humainement, quand je les vois, j'ai de l'émotion. C'est des amis, c'est plus qu'un métier, bien sûr. Bien sûr, ou pas. Mais en tous les cas, des fois, ça nous dépasse. Et alors, du coup, ce duo avec Mathieu. Désolé, je parle beaucoup, mais c'est des projets, je pourrais en parler pendant 3 jours. On pourrait y passer la journée, en fait, tellement il y a de choses passionnantes à entendre. Ouais. Mais
Alors, du coup, le projet avec Mathieu est parti d'une demande. Moi, j'aime bien dire ça parce que tu disais, on n'est que des maillons, on fait le lien. Mais oui, mais sauf que si vous n'êtes pas là, nous, soit on force les portes, ou soit on y va, on n'entre pas. Donc là, vous êtes les clés qui nous permettent d'aller rencontrer ces personnes, ces publics. Moi, là, on m'a fait la demande d'intervenir auprès de la section autisme de l'IME de Château-Gontier, à côté de Laval. Et du coup, j'intervenais régulièrement pendant 10 ans. Et il y avait Mathieu qui avait une grande facilité pour l'apprentissage de chansons, qui a une passion pour les moteurs, les tondeuses, les animaux, qui avait vraiment un peu son monde à lui. Et quand il chantait, quand on a créé ce grand spectacle, à un moment, quand Mathieu a chanté a cappella, t'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, t'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. J'ai eu les poils comme ça, là. Et puis, il y a eu un silence dans la salle, 300 personnes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de l'IME, ça bougeait un peu, et là, tout d'un coup, et c'était fort parce qu'en plus, je savais que Mathieu comprenait pas forcément tout ce qu'il disait, mais il transmettait une émotion forte. Et puis, la vie a fait que, au bout de 5 ans, il est parti dans un foyer d'accueil médicalisé. On s'est perdu de vue, comme j'ai perdu de vue plein de jeunes. Mais en fait, sa cousine, Jacques, que je connaissais, m'a appelé 6 mois plus tard pour me dire: Mathieu, il n'y a plus d'intervenant musical aux femmes, au foyer d'accueil médicalisé. Et ça serait chouette, je crois, ça lui ferait du bien si tu vas le voir et tu lui amènes un poster, vu que c'est Noël, il a plein de posters de chanteurs avec un poster de toi. Je viendrai surtout avec ma guitare. Et là, j'ai dit: Mathieu, on a un petit rituel, vous verrez tout à l'heure, mais on va rencontrer des chanteurs. Et donc, on est retourné voir plein de chanteurs. Et puis, il y en avait que j'avais oublié, où il m'a dit: pourquoi t'avais dit Ali Baba, il a plein d'animaux dans la ferme? Je dis: Ali Baba, c'est quand je revenais de Turquie, c'est une chanson, on l'a fait que sur 3 séances, 5 ans avant, quoi. Donc Mathieu avait une mémoire de certains moments que moi j'avais oubliés et une mémoire de la tonalité parce que je savais plus en quoi on la jouait. Donc j'ai essayé en do dièse et il me fait: il est où le ré? Donc Mathieu: ah ouais, t'as l'oreille absolue. Et tu me dis, je découvre ça comme ça. Et donc pendant 1 heure, on a refait plein de chansons. Et j'ai vu qu'Amélie, sa cousine, a commencé à avoir une grosse émotion, les larmes aux yeux. Et elle me dit: mais moi, je connais pas Mathieu comme ça. Pour moi, Mathieu, c'est une fois qu'on a fait les 2 premières questions, s'il a des questions pour nous, après, on n'est plus vraiment en lien. Et elle dit, voilà, elle était très surprise. Et je me suis dit, ça serait bien que les éducateurs voient aussi Mathieu sous ce talent-là. Et puis, pourquoi pas d'autres personnes. Mais j'avais en tête ça. Et puis, un festival qui fait un festival culturel autour du handicap m'a contacté pour un autre spectacle qui n'a pas été pris. Ils m'ont dit: on a trouvé un spectacle autour de l'autisme. Et j'ai dit: tiens, si vous voulez, on vient avec Mathieu on peut venir faire la première partie. Ils ont dit: ok, 15 minutes, pas plus. Il vient de Paris, le gars, il veut pas plus de 15 minutes. On est arrivé. Mathieu, j'avais pas travaillé les chansons, parce que les chansons, il n'y a pas de problème, mais comment prendre le micro, ça c'est compliqué. Comment se présenter, comment être en lien avec le public. Donc je donne le micro et tout ce qu'on avait préparé, Mathieu, il n'a pas du tout fait. Il a dit: bonjour, la foule en délire. Tu te rappelles, Mathieu? Foule en délire, Mathieu plein de joie, et je pense que c'est une grande qualité de ces personnes-là. Je pense aussi aux personnes âgées, mais pas que, qui sont beaucoup moins dans le mental que beaucoup d'autres, et qui, là, Mathieu, dans le plaisir, il est dans le plaisir dans le corps. Et quand c'est dans le corps, je pense que ça arrive tout de suite dans le cœur aussi, et ça arrive tout de suite dans le public. Et là, les gens, au bout de 15 minutes, une autre, et l'artiste, il était dans les coulisses: non, je vais galérer derrière. Et finalement, les organisateurs ont dit: l'année prochaine, ce sera vous la 2e partie. Et on a eu 1 année pour préparer 1 heure de concert. Et c'était il y a 8 ans. Et du coup, ça dure depuis 8 ans. Et là, on doit être rendu à 150 concerts. Partout où j'interviens, sauf dans les crèches. Là, je pense que ça serait compliqué de faire quelque chose d'adapté. Mais dans les écoles maternelles, les collèges, les lycées, on va jouer dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, on va jouer dans les IME, dans les femmes, les foyers comme là où il vit, on y va. Et du coup, c'est une grande aventure pour lui comme pour moi. Voilà, je pourrais vous en parler aussi pendant 3 jours, mais j'arrête là. Du coup, évidemment, on compte sur vous pour être en délire tout à l'heure, lors du concert. Et tout à l'heure, Pierre, vous me disiez que du coup, cette collaboration avec Mathieu vous a apporté aussi beaucoup à vous. En fait, je sais pas trop pourquoi, mais quand tout à l'heure tu montrais le bouquin et je l'ai découvert lors de notre échange pour préparer la table ronde, j'ai trouvé le projet chouette, et là, rien que de voir le bouquin, ça m'a donné une émotion.
Et alors je sais pas pourquoi, mais avec Mathieu, c'est quand on a fait nos premiers concerts ou avec les Huguettes, c'est les seuls moments où moi j'ai eu envie de pleurer sur scène ou en sortant de scène ou en y repensant. Et il y a une dimension vraiment en plus. Là, il y a pas longtemps, on est allé jouer à Quimper, ça s'appelait le Festipus. L'idée c'était de mettre des personnes en situation de handicap sur scène. Et la personne qui présentait le festival a dit ils sont vraiment un plus dont on a besoin. Et pour la deuxième fois, j'avais pleuré une fois sur scène avec les Huguettes, mais là j'ai pleuré une deuxième fois parce que ces personnes, par exemple trisomiques, nous ont rejoints sur scène. Et rien que de les voir danser sur le solo de saxophone de mon copain, c'était tellement beau à voir. Voilà, ils touchent une beauté qu'on a du mal à voir, je trouve. Tu veux là une petite chanson ? Après, moi, j'ouvre la porte. Après, c'est vous qui décidez. Ouais, je veux bien. J'y ai pensé que tout à l'heure, mais grâce au confinement, moi aussi, j'ai réussi à écrire des chansons. D'ailleurs, je veux bien la méthode pour écrire des chansons en 1 heure, ça m'intéresse. Voilà, j'ai peut-être 1 minute ou 2 pour m'installer, si vous avez quelque chose à dire entre-temps. Oui, on peut peut-être... je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une question dans le public, le temps que Pierre s'installe ? Non ? Ah oui, là-bas. Alors, monsieur, Isabelle, si tu peux, excuse-moi, apporter le micro là-bas, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je me permets d'intervenir comme Madame Gonzalez m'y avait invité quand je l'ai rencontrée. Et comme je ne sais pas combien de temps va durer la conférence, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à 18h, donc si ça doit encore durer 1 heure, 1 heure et demie, je me permets d'intervenir maintenant parce que je dois y aller après. Je voulais simplement déjà me présenter, à savoir que moi je suis porteur de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, ou du moins ce qu'on appelait encore il y a quelques semaines le syndrome d'Asperger, et j'exerce en tant que musicien professionnel. J'essaye à cet égard de montrer effectivement que la musique, ça peut être un chemin de résilience et de partage entre des personnes, qu'elles soient valides ou pas, qu'elles soient porteuses d'une différence psychique ou dites neurotypiques, et que à cet égard, par exemple, ce qui peut être valorisant pour les profils sur mon spectre, le spectre dit autistique ou même d'autres profils porteurs de différences psychiques, c'est de montrer par exemple qu'il y a eu des compositeurs historiquement qui ont été sujets, qui ont souffert et qui ont pu créer à partir de ce genre de handicap, de particularités, notamment Bartók, Satie, même Mozart et Bruckner. Et à cet égard, personnellement, je ne sais pas comment s'oriente vraisemblablement une démarche de mise en contexte professionnalisant, médicalisant, qui permettent à des individus comme moi, qui n'ont pas la culture de l'institution, du collectif, de l'entreprise, de pouvoir faire des actions dans les cadres que vous évoquez. Voilà. J'espère que c'était très synthétique, mais que c'était pertinent. À titre indicatif, je joue régulièrement sur Bordeaux, notamment le mois de l'autisme qui vient de se dérouler en avril. J'ai fait 2 concerts et on peut me retrouver en ligne. Il y a plusieurs vidéos où j'ai notamment, par exemple, interrogé la secrétaire d'État actuelle aux personnes handicapées récemment. J'essaie vraiment de mener des actions diverses, mais un petit peu en solitaire. Voilà. Merci de m'avoir laissé la parole. Alors, je m'appelle William Tevio et mon nom de famille s'orthographie T comme terrasse, H-E-V-I-O-T. Voilà, et donc on peut me trouver sur Twitter, YouTube. Voilà, je vous remercie de m'avoir proposé de dire mon nom. Au revoir. Merci. Après, oui, c'est vrai que sur les lieux de programmation, chaque lieu de programmation, après, va avoir ses propres contraintes ou politiques ou axes. Nous, c'est vrai qu'à la bibliothèque, on essaie justement d'être dans une démarche inclusive et de valoriser tout type de talent. Voilà. Alors pour
pour parler par exemple de certaines actions qu'on peut mener, on peut faire intervenir des personnalités sourdes, parce que ça nous paraît important aussi de montrer que un artiste, il est artiste, et puis peu importe qu'il soit sourd, autiste ou voilà, c'est ce qui fait qui est important. Voilà. Après, c'est la démarche de l'établissement qui va entrer en compte là-dessus. Je vais peut-être laisser du coup Pierre. Roland, tu m'entends? J'ai changé de micro. Le chanteur, Matt, le mystérieux, Matt, le danseur, Mathieu, Matt, le brillant, Matt, le chaleureux, Matt, toi l'âme d'enfant, Mathieu. Tu me demandes pourquoi elle pleure, est-ce qu'on ira jouer à Bordeaux? Dans ta tondeuse, y'a quel moteur? Je comprends pas, c'est quoi l'ego? Tu me demandes pourquoi il rit, et Hugo Frey, est-ce qu'il vieillit? Je comprends pas, ça veut dire quoi? Être normal. Tes questions m'ouvrent des fenêtres sur qui tu es, et tes silences disent quand tu souhaites fermer les volets. Tes sourires m'aident à entrer dans ta bulle, et ta présence m'aide à devenir un funambule. Sur le fil de la Seine, je me sens vivant à tes côtés, toi qui domptes le moment présent. Sur le fil de la Seine, je me sens confiant à tes côtés, je n'ai jamais peur des tremblements. Tu m'aides à accepter le silence, à faire fi des apparences, inventer une danse, à vivre l'expérience de la mat-monde au pays de la pureté, la mat-monde de l'authenticité. Tu vois le monde qui est venu t'écouter. Tu vois le monde sans te soucier si tu seras aimé. Matt, mon compère, Matt, le chaleureux, Matt, la lumière, Mathieu, Matt, l'unique, Matt, les beaux yeux, Matt, tu es musique, Mathieu. Tu chantes la plume de Nougaro, tu joues par cœur Gérard Jugnot, ton corps balance sur Welele comme mon accord. Ah, je me suis trompé, la première fois c'était un Fa, sans transition, PPDA. Bah tu sais quoi, je pensais pas vivre tout ça avec toi. Tes passions ouvrent des portes sur les possibles, et tes talents créent des chemins vers l'accessible. Tes sourires m'aident à entrer dans ta bulle, et ta présence m'aide à devenir un funambule dans la mat-monde au pays de la pureté, la mat-monde de l'authenticité. Tu vois le monde qui est venu t'écouter. Tu vois le monde sans te soucier si tu seras aimé. Je vois ton monde, je vois le monde et j'essaie de les relier.
la mate monde de l'authenticité. Tu vois le monde qui est venu t'écouter. Tu vois le monde sans te soucier si tu seras aimé. Hier soir à Cognac et une fois avec ses parents. La troisième fois. J'espère que tu l'aimes bien, Mathieu. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Bon, et du coup, nouveau challenge pour vous. Toutes les prochaines réponses, je les veux sous forme de chansons. Non, alors blague mise à part. Peut-être, enfin, vous en avez déjà dit un certain nombre de choses, mais peut-être revenir sur, voilà, chanter, c'est un moyen, alors de réinsertion, peut-être pour des publics détenus, de libération aussi, une forme de peut-être de thérapie. En fait, voilà, qu'est-ce qu'en retirent les publics concernés? Alors, on a parlé tout à l'heure, voilà, pour les personnes âgées. Une mobilité retrouvée, une baisse de prise de médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez dire, peut-être Agnès et Emmanuel? Moi, je voulais insister sur le fait que... pardon. Ah non, oh là là, non. Quoique ça ferait peut-être de la pluie, on en a besoin. Un des premiers symptômes quand même de la maladie des troubles psychiques, c'est l'isolement. Et c'est vrai que dans toutes les expériences que vous avez citées, il y a cette cassure de l'isolement qui, pour moi, est hyper importante. Et c'est aussi un moment... Alors, c'est un moment privilégié où on libère les émotions. On parlait tout à l'heure du rôle des soignants. Pour moi, il y a aussi l'après. Quand on parle de libérer les émotions, quand on a des troubles psychiques, sur le moment, c'est bien. Il y a aussi après, alors, je suis pas soignante. C'est bien pour ça que je parle sous le contrôle des soignants. J'espère ne pas dire trop de bêtises. Mais il me semble qu'il y a toute cette suite à gérer. Je vous donne un exemple. La musique, ça a quand même de multiples... une importance très importante. Moi, je pense à des jeunes schizophrènes que je connais qui mettent la musique, ça leur permet de gérer leur voix. Ça, c'est hyper important. Aussi de personnes atteintes de bipolarité, pour qui la musique met dans des transes, c'est une émotion. Et comme la bipolarité, c'est quand même énormément d'émotions, il y a tout l'après qu'il ne faut pas oublier. Et c'est vrai que quand les artistes partent, il y a aussi tout ce travail qui doit être fait par les soignants. Redescendre un peu, parce qu'on monte beaucoup. Après, et quand on a des troubles psychiques, la descente n'est pas toujours simple et il faut qu'elle soit accompagnée. Alors oui, sur cette partie-là, effectivement... oui, ça peut avoir des conséquences comme ça, c'est-à-dire que il y a quand même une hypersensibilité des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc moi, je connais bien les troubles bipolaires. C'est vrai que c'est tout à fait ce que tu dis. Ça peut mettre dans un état de conscience modifié. Hier, j'avais un groupe de parole dans l'association et je les ai fait parler là-dessus, sur la musique, etc. Donc ça influence les humeurs, ça c'est clair. Donc ça peut rendre triste, mais ça peut aussi déclencher une crise d'hypomanie. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ou une crise de manie, c'est-à-dire que l'humeur peut être vraiment trop forte, trop élevée. Donc ça va très très loin, la musique, voilà, pour les personnes qui ont des troubles bipolaires. Sinon, pour les avantages, j'en parle maintenant ou pas? Oui, donc la pratique artistique a beaucoup de points positifs en fait. Enfin, ça apporte beaucoup de choses aux personnes qui la pratiquent et qui ont des troubles psychiques. Par exemple, si on reprend l'exemple de la personne qui a participé à l'escale du livre, mais on peut dire que ça a augmenté son estime de lui-même. Et ça, c'est très important.
Ça permet d'avoir des émotions positives, donc ça, c'est quand même une des dimensions du bien-être. Ça permet de se sentir compétent dans un domaine, et ça, on en a besoin, c'est un besoin humain. Ça permet d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Alors ça peut être quand on écrit, quand on lit, quand on pratique un instrument de musique. Et donc là, on arrive vraiment sur le terrain du bien-être, du bonheur, etc. Donc quand on connaît les dimensions du bonheur ou du bien-être qui ont été théorisées, on est vraiment dans toutes les dimensions pratiquement. Donc, alors je ne sais pas si j'ai tout dit de ce que je voulais dire. Oui, et ça entraîne aussi une meilleure gestion des ruminations, parce que se concentrer. Alors ça, on me l'a dit beaucoup hier dans mon groupe de parole. Quand on fait de la musique, quand on est en train d'écrire ou de faire une activité artistique, de la poterie, enfin, etc., on ne pense plus à ces problèmes, à ces ruminations. Donc ça fait un temps où elles sont mises de côté. Donc ça fait un peu penser à la méditation de pleine conscience. On se concentre là sur son souffle, et puis le reste est un petit peu écarté. Et là, c'est un petit peu pareil. Quand on pratique une activité artistique, ça peut être la musique, les pensées sont un peu à l'écart. Voilà, grosso modo. Et est-ce que le fait de... Alors là, pour les chorales, est-ce que le fait de faire partie d'un collectif, ça va favoriser peut-être une prise de conscience, aider... Comment les personnes vont trouver leur place au sein de ce collectif? Est-ce que ça va les encourager à aller plus loin, à pousser un peu leurs limites? Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas demander trop, à ce que les gens ne soient pas en difficulté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont un terrain anxieux. Derrière tous les troubles psychiques, il y a souvent de l'anxiété. Donc, voilà, il faut pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc, oui, il faut pas mettre la personne en difficulté. Elle a le droit de mal chanter. Elle a le droit que ce soit pas parfait. Et ça, c'est important. Oui, effectivement, il faut en tenir compte quand même. Ouais. Après, je crois que c'était vous, Frédéric. Vous aviez dit, dans la chorale, on a le droit de se tromper aussi. Et que parfois, justement, c'est le collectif en fait, qui rattrape, entre guillemets, ou qui remet sur la voie lorsqu'il y a un déraillement. Oui, justement, j'allais redire déjà les mêmes choses que ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, le fait de chanter dans un groupe, et un groupe un peu particulier, permet d'aller vers un retour, s'il y a eu précédemment plutôt, un retour de la confiance en soi, se rendre compte qu'on est capable. Et je rebondis immédiatement sur ce que j'ai entendu juste avant. Non, je vais pas chanter parce que peut-être qu'il va pleuvoir. Ça, c'est évidemment ce que tous les Français, pas seulement ici, mais tout le monde dit je sais pas chanter, je chante comme une casserole, et si je chante, il va pleuvoir. Ce sont les trois grandes expressions. Non, mais moi, je chante bien. Mais 20 ans de cigarette, non, mais on chante toujours, on sait toujours chanter, et tout le monde sait chanter. Il faut partir de cette idée-là. Tout le monde sait chanter. Tout le monde sait chanter joyeux anniversaire et la Marseillaise. Il suffit d'entendre les stades de foot au début, ou la dernière présidentielle, on a vu à la télé tout le monde qui a entonné la Marseillaise, enfin ceux qui étaient au Champ de Mars. Mais si on prend les mêmes personnes 5 minutes après et qu'on leur demande si elles chanteraient dans une chorale, ah non, je sais pas chanter. Mais vous venez de chanter là. Donc voilà, il y a cette chose qu'il faut remettre au départ du travail. Tout le monde sait chanter. Évidemment, la difficulté, ça va être de chanter avec l'autre, presque comme l'autre, dans la même tonalité, avec le même rythme, avec les mêmes notes, les paroles, etc. Donc il y a un travail à faire pour certains qui vont avoir plus de difficultés que d'autres, mais à la base, tout le monde sait chanter. Quand on a fait ce constat-là, et si on accepte que ce ne soit pas parfait dès le départ, alors oui, on peut aller vers une construction qui amène à la reconnaissance personnelle de ses propres compétences. Et donc,
l'estime de soi et l'estime des autres aussi pour soi et de soi pour les autres, parce que c'est quelque chose qui se fait totalement en commun. Et du coup, j'ai perdu la suite de la question. Alors, moi, j'ai un exemple assez significatif de ce que peut être un effort pour faire avec les autres. Tu es arrivé dans une unité fermée, un peu difficile, hein, un peu tendue. Quelques personnes se sont installées comme d'habitude. On commence par chanter une chanson qu'on a écrite avec Julie. On chante pour dire bon, voilà, on s'appelle Julie, Cécile, Stéphanie. Voilà ce qu'on a fait avec un autre groupe. On chante la chanson, ça dure, c'est des chansons courtes, 1 minute 30. Ensuite, on demande le prénom de chacun, de chacune. Voilà, donc pas d'anonymat, bien sûr. Et puis, on dit, alors, moi, c'est en général, moi qui dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on écrit? De quoi on a envie de parler? Qu'est-ce qui vous passe? Un mot, une idée, un truc. Et là, il y a une dame qui dit, moi, je voudrais dire qu'ici, c'est une prison. OK? Donc, on note prison. Donc, on note tout. Prison. Et puis, il y a un monsieur, quelques minutes plus tard, qui dit non. Moi, je voudrais qu'on parle d'un ailleurs. D'accord? On parle pas d'ici. OK. Donc, on a écrit une chanson qui parle des deux, qui raconte qu'on est enfermé, mais qu'on va sortir. Voilà. C'est une très, très belle chanson qui s'appelle Petit Coquelicot. Mais on a été obligé de faire avec cette dame qui avait un désir très, très fort de dire ici, ça va pas, c'est la prison, et le monsieur qui avait envie d'aller ailleurs. On n'a pas dit non ni à l'une ni à l'autre. On a écouté tout le monde et tout le monde a participé, qui avec son mot. Et c'est aussi dans ce service-là, je ne sais pas si c'est ce même jour, qu'il y avait Mohamed à 4 mètres, assis sur une table, qui écoutait et qui, de temps en temps, disait « Oiseau !» Enfin, il disait des mots, il envoyait des mots qui correspondaient exactement à ce qu'on cherchait. Ouais. Il était d'une pertinence. On lui a demandé une fois ou deux de venir, il n'a pas voulu. Non. Il est resté où il était, mais il était avec nous. Mais il était là. Voilà. C'est intéressant quand on parle du collectif, c'est vrai que moi, depuis 20 ans que je travaille à l'hôpital, c'est assez compliqué, en fait, de travailler le collectif, même sur des travaux d'art plastique. Souvent, chacun est dans son petit prérequis. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, finalement, avec la confiance, il y a aussi une histoire de confiance entre les artistes, moi qui reviens, vous qui revenez. Finalement, on s'ouvre un petit peu. Et parce que c'est pas évident le collectif. Je trouve que la chorale, c'est quand même un sacré défi, parce qu'il y a des personnalités. Et moi, pour le coup, je vais raconter une petite anecdote, parce que je suis venue pour faire la réunion bilan. Et Fred me dit, en fait, tu vas venir chanter avec nous. Donc, je ne vais donc pas dire que je ne sais pas chanter, sinon Mais j'étais évidemment complètement paumée par rapport à eux qui avaient les textes. Et en fait, ils m'ont dit, non, là, c'est là. Là, il faut que tu le fasses plus haut. Là, non, là, c'est plus bas. Non, là, il faut le faire 2 fois. Et en fait, je trouve qu'il y a pour le coup, il y a vraiment un collectif dans ce groupe-là. Et je pense parce que vous l'avez institué avec les équipes, mais on sent que j'étais la dernière arrivée, mais finalement, j'étais pris dans le truc. Et je trouve qu'il y a ça qui, effectivement, se pose aussi dans ces ateliers quand il y a une régularité. Oui, c'est quelque chose qui est assez remarquable, en particulier dans cette chorale-là, parce que évidemment, si ces personnes sont à la maison d'arrêt, c'est qu'à un moment, elles ont eu un problème avec l'autre, la négation de l'autre, voilà, et qui les a amenées à faire des actes plus ou moins lourds. Et là, elles retrouvent la connexion avec le besoin d'être en société ou des manières d'être en société. Et du coup, oui, l'entraide, le partage, l'absence de jugement. Si à un moment quelqu'un s'est trompé, on a le droit de rire sans, les autres ont le droit de rire sans qu'on le prenne soi-même mal, parce que ça fait partie de la vie de se tromper. On a le droit, c'est complètement autorisé. Si c'est le jour du travail, c'est le jour du travail, ok. Si c'est le jour d'une prestation, c'est le jour d'une prestation, ok, et on en rit quand même. Donc oui, il y a cette chose qui se met en place. Je sais pas si c'est
institué par le groupe, je dirais presque que ça vient naturellement, parce que il y a, alors, oui, le mot bienveillance, voilà, qui est là et qui est évident, enfin qui est évidente. Cette bienveillance, elle est là en permanence. Et puis il y a aussi, et là je continue dans le même sens que ce qu'on a entendu juste avant, l'absence la volonté de ne pas contraindre. Et là, je donne l'exemple de Betty, donc qui a été que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais elle a été presque 4 ans dans le groupe, donc ça a été une personne importante. En prison, que ce soit à la maison d'arrêt ou une prison. Les détenus ont besoin d'être un personnage. Ils ne sont pas que eux-mêmes. Ils sont aussi un personnage par rapport aux autres, par rapport à tous ceux qui sont autour et qui pourraient les agresser ou je ne sais quoi. Donc ils arrivent avec une carapace dans la chorale. Et Betty, sa carapace, c'était sa voix. Elle parlait avec une voix comme ça parce qu'il fallait qu'elle montre qu'elle avait une espèce de force, de pouvoir, de puissance ou je ne sais quoi. Et elle a toujours gardé cette voix-là pendant les 3 ou 4 années où elle était dans la chorale, y compris quand elle chantait. Et donc quand elle chantait, jamais elle n'a chanté, pendant presque la totalité de sa présence, jamais elle n'a chanté avec sa voix chantée de femme. Elle chantait avec une voix grave. Donc forcément, en allant chercher des notes en bas, elle trouvait pas les notes. Donc pendant 3 ans, elle a chanté, mais complètement à côté. Voilà. Parfois c'était la bonne note, mais c'était rare. Et puis bon, c'était pas grave. C'était comme ça. Elle chantait et elle était heureuse et ça se sentait qu'elle était heureuse. C'était le seul endroit, la chorale, où elle souriait, où elle riait. Dès qu'elle sortait de là, elle repartait dans sa cellule et elle nous le racontait assez spontanément. Hein. C'était pas le même univers. La chorale, c'est cette petite pièce là de, je sais pas, 12 mètres carrés. Je sais même pas si c'est 12 mètres carrés. Là, c'est un univers particulier. C'est un univers où beaucoup de choses sont autorisées. Alors, il y a eu le documentaire dans lequel elle chante avec cette voix comme ça, voilà. Oh, ok, très bien. Et puis, quelques semaines après, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de déclic. Tout d'un coup, elle a sorti une note. On était en train de faire des bizarreries peut-être vocales, parce qu'on ne fait pas que du chant bien classique, bien chanté, bien propre, etc. Des fois, on fait des choses complètement délirantes. Et à un moment, elle a sorti une note, mais dans un aigu, mais tellement inimaginable. J'ai dit, bah oui, voilà, c'est ça. Il faut que tu continues à chanter comme ça. Et du coup, elle s'est mise avec Françoise, qui était la soprane, voix très légère, très aiguë, etc. Et elle est devenue la 2e soprane du groupe. Et Betty, les dernières semaines, a chanté avec sa vraie voix naturelle de femme. Et elle a pris un plaisir absolument immense. Alors, oui, ça a mis 4 ans. Mais au bout de 4 ans, elle est partie avec cette espèce de satisfaction d'avoir trouvé quelque chose en plus de tout ce qu'elle avait construit sur les années précédentes. J'ai retrouvé ma phrase de tout à l'heure. C'était plutôt quand on faisait un échauffement et la comédienne a dit vraiment détendez tout le corps parce qu'une tension libérée est une émotion libérée. Et donc ça fait le lien avec ce que tu as dit. Parce que dans la pratique artistique, en général, voilà, le corps est très impliqué et ça nous permet de respirer ensemble et vraiment ça ouvre des choses à l'intérieur. Et ça vient avec la confiance, parce que plus on est en confiance, plus on peut se libérer aussi. Donc ça, c'est très très important en tant qu'intervenant. En tout cas, il faut qu'on ait confiance en nous déjà. Pour être prêt à apprendre tout ce qui va venir et du coup à sortir de son cadre à soi. Donc on est des catalyseurs, la confiance en soi et par rapport à ce que ça crée un projet de groupe. Moi je repense à Jean qui devait pas faire le premier concert, finalement il le fait. Il a tenu jusqu'au 2e concert, finalement il a tenu 9 mois plus tard et il pouvait pas venir le jour du concert parce qu'il était alité. Depuis 1 mois il pouvait plus se relever, mais le jour du concert il a dit à l'animatrice, il dit bon, tu dis bonjour à la famille, hein. Ta famille, parce que ses enfants sont à l'étranger, il les voit jamais, quoi. Et il dit bah non, Pierre et puis les Huguettes, quoi. Donc les Huguettes sont devenus une famille et Jean il est parti 2 jours après. Et je me dis que la famille Huguette lui a donné une raison d'être encore là. Et finalement les projets artistiques, culturels, ils donnent des raisons d'être en lien et de prendre une place dans l'espace public et dans la vie tout court, quoi. C'est une belle phrase de conclusion, je vais dire.
Voilà, bah justement, j'allais passer. Il nous reste quelques minutes, donc s'il y a quelques questions dans la salle, j'ai ma collègue qui vous apporte le micro, madame. Oui, moi je remercie tous ceux qui sont intervenus. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà des idées, mais ça va au-delà. Par contre, il me semble, je ne sais pas ce que vous attendez du public, là, de nous. Moi, je suis personnellement touchée par la maladie d'un proche. Je suis à l'UNAFAM. Et il me semble, pour avoir été, avoir été auditrice de spectacles ou de concerts, justement, où il y avait des personnes malades qui étaient des vrais artistes, avoir senti dans le public aussi l'émotion. Donc je me demandais, dans la mesure où il y a un résultat, un livre, des disques, le retour aussi de ce qui est fait dans l'établissement peut avoir un effet bénéfique sur les autres, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'ont pas franchi le pas, pour plus tard. Mais même s'ils ne font rien un jour, il me semble que ça peut décoincer des choses. Voilà. Et la question que je me pose aussi, c'est matériel un petit peu. Comment vous faites pour faire passer l'information pour aller vers ces ateliers? Combien de personnes y répondent par rapport à la population? Voilà. À l'hôpital, par exemple, il me semble que les séjours sont de plus en plus courts. Est-ce que des personnes qui restent peu de temps peuvent avoir connaissance déjà que ça existe et en même temps en avoir le retour aussi? Je pense que ça serait une piste à explorer. Voilà. Et merci pour tout ça. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Juste une petite intervention pour savoir si les personnes sont au courant. Moi, je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans déjà, c'était avant la Covid, on a fait une après-midi ou une journée où on avait des stands et l'UNAFAM avait un stand. C'était dans le cadre du marché solidaire. Le marché, où voilà. Vous aviez. Et on était partis plein de bonnes intentions les gens venaient nous voir jusqu'à ce qu'arrive la chorale avec vos chansons. Et là, pendant toute la durée, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les malades, on n'a plus vu personne. On aurait dit un aimant, y compris pour nous, on a tout laissé. Donc, il y a quand même, ça je peux en témoigner, il y a quand même des mini-concerts pour les patients à l'intérieur, que ce soit en extérieur, où tout le monde peut... Mais je vais laisser Stéphanie répondre du reste. En fait, c'est notre grande difficulté, ça, finalement. C'est que tout ce qu'on se dit, on le sait. Alors, je vois derrière vous Capucine, et je voudrais la citer parce qu'elle travaille au pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine, et c'est un sacré partenaire aussi pour le centre hospitalier. Mais tu en diras 2-3 mots après, Capucine, de ce que vous faites aussi. Et entre autres, le pôle relaie un petit peu toutes les expériences de tous les professionnels. Moi, je suis très 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 mauvaise élève parce que je prends pas assez le temps de communiquer, voilà. En fait, c'est très long. Alors, je vais pas parler mais c'est très très long en fait. C'est super, c'est sur le papier, ces projets, ils sont là. On a des super artistes. Alors, c'est vrai que nous on a tendance à travailler avec les artistes de la région parce qu'on a aussi envie de promouvoir les artistes du cru. Il y a une vraie envie du côté des patients, mais la réalité c'est qu'il faut beaucoup de temps. Donc moi, je passe beaucoup de temps à téléphoner, à me déplacer, à rencontrer, à échanger, à bavarder, ce qui fait que je suis très bavarde, certes, mais en fait, c'est une histoire de rencontre, en fait. C'est-à-dire que malgré tout, Pierre, tu disais, vous nous ouvrez des portes, mais même moi, en fait, ces portes, je me permets pas de les franchir sans avoir l'aval d'un médecin, d'un cadre, d'une équipe soignante. Et je viens avec beaucoup et alors encore plus avec le Covid, je viens pas à petits pas, mais un petit peu quand même, en disant voilà, sachez que nous on existe, sachez que nous on fait ça, sachez que vous pouvez, mais je comprends aussi que c'est très compliqué pour vous. Enfin, je sais pas, je me tourne vers Laurence, mais j'essaye toujours d'être dans le bon mouvement, parce que je pense que si j'arrivais en disant
à 15h, faut que vous soyez là parce qu'il y a un super truc pour les patients, mais ça marche pas en fait, ça peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que pour aller toucher le patient, il faut que moi je sois en lien, mais en vrai lien avec les équipes soignantes. Ça veut dire un truc tout bête. Je vais pas proposer un truc à midi, je vais pas proposer un truc à 17h, je vais le proposer à 15h. Et puis, je vais faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Et puis, je vais faire en sorte d'avoir un goûter, parce que le goûter, c'est trop bien. Mais même pour les artistes, ils aiment bien être accueillis avec des petites gaufrettes en chocolat. Non, il y a la notion d'accueil qui est hyper importante. C'est-à-dire que, là, hier, j'étais avec la compagnie Tango Nomade, parce que demain, on a une grosse inauguration. Et les artistes m'ont dit, waouh! Mais nous, c'est rare qu'on soit accueillis comme ça. Et en fait, je donne tout sur l'accueil. Non, mais je pense que c'est hyper important de considérer l'autre dans ce qu'il est. Et pour faire ce lien-là, en fait, je suis quand même un maillon parce qu'à un moment donné, j'adore quand j'entends Agnès ou Emmanuel ou les artistes ou les patients même qui disent non, mais attendez, Stéphanie, on va les chercher. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est pas mon projet, c'est plus mon projet, c'est à un moment donné un projet. On est un petit bout de la chaîne et quand ça marche, eh ben c'est une réussite collective. Ça peut pas être une réussite individuelle. C'est pour ça que les artistes, ce sont des passeurs aussi, mais ça c'est très très long. C'est vraiment très très long. Des fois un peu épuisant, mais je suis toujours reboostée par des nouveaux projets. Oui, et nous en tant que proches des patients, c'est vrai qu'à l'interne, à Perrins, on est très demandeur de ça et sans cesse. D'abord, on fait connaître tout ce qui se passe parce qu'il se fait plein de choses. C'est vrai que la communication vers l'extérieur n'est pas le fort, mais il se fait plein de choses. Et donc, nous, alors, moi en tant que représentante des usagers, mais aussi en tant que bénévole de l'UNAFAM, moi, je soutiens à fond tous ces projets. Parce que c'est ne pas perdre contact avec la vraie vie aussi. C'est ça. C'est pour nous, des personnes extérieures aussi, eh ben, d'être sur place, de partager des choses. Je crois que c'est hyper important. Et donc, je rassure Maryse, nous, les représentants des usagers, on est vraiment un soutien pour ça. Parce que pour nous, c'est hyper important. Juste une petite anecdote. Quand vous allez travailler dans le bureau de Stéphanie, le nombre de malades qui passent la porte en disant « Ah, t'es occupé !» ça montre bien l'importance de ce pôle culture. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour le patient dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait une phobie sociale, etc., je crois que Stéphanie a été vraiment... tu y es pour beaucoup sur le fait qu'il a continué d'aller aux séances et qu'il s'est ouvert. Enfin, c'est exceptionnel, hein, parce qu'il a essayé ensuite de faire un stage à la médiathèque, ça n'a pas marché. Donc toi, il aurait fallu que tu sois à la médiathèque. Non, mais en fait, je pense que c'est une histoire de... Annick l'a dit, les artistes le disent, je pense qu'il faut être un peu passionné quand même pour faire ça, parce que finalement, la durée moyenne de séjour à l'hôpital, c'est 29 jours. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis. Donc, je me dis qu'en fait, j'ai du mal à en partir parce que je suis convaincue que finalement, il y a vraiment des choses à faire, en fait. Il y a vraiment quelque chose à faire à ces endroits-là. Et j'ai la chance de faire un métier qui est vraiment passionnant parce que c'est quand même super de pouvoir travailler avec des soignants, avec des médecins, avec des ergos, avec des médiateurs santé père, avec des artistes. C'est quand même, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Mais c'est vrai que c'est très très long à construire la confiance. Et quand même, je voudrais dire une chose parce que on a beaucoup parlé de l'hôpital ces derniers temps. Et c'est vrai que les soignants, c'est vrai qu'il y a la notion d'envie. Je suis d'accord avec toi, Annick. Mais je vois aussi, je pense notamment aux unités intramuros où vraiment, ils ont été quand même très secoués par la pandémie. Et moi, je vois plein de soignants qui me disent mais c'est super, vraiment, il faut continuer, mais on peut pas. Et il y a quand même beaucoup de turnover quand même chez les soignants. Donc moi, j'ai mon petit fichier sur lequel j'ai des noms que je raye, j'en rajoute un autre. Je le raye, j'en rajoute un autre. Enfin, c'est quand même aussi une réalité. Donc, je veux pas être complètement négative parce qu'il y a vraiment des forces vives absolument formidables à l'hôpital. Mais c'est vrai que l'hôpital est aujourd'hui très en mouvement. Et donc, quand on accroche des gens qui sont motivés, moi, je les accroche et je les accroche. Mais c'est vrai que c'est fragile. Ça reste au bout de 20 ans. Même si Maryse, on s'est connus, donc il y a 20 ans.
oui, il y a eu de l'évolution, oui, le pôle culture s'est développé, oui, il y a vraiment des choses qui sont là. Je continue à le dire et c'est pas du tout péjoratif. Pour moi, ça reste des projets très très fragiles parce que ça dépend des gens qui sont là, quoi. Ça dépend des uns et des autres. C'est une affaire de personne. Ouais, c'est quand même une affaire de personne. Et c'est ça. Et moi, je reviens sur le turnover. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque de personnel et qui fait que c'est toujours compliqué dans une unité. De demander au personnel soignant de faire quelque chose en plus alors qu'ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils souhaiteraient faire. Mais c'est vrai que tu y arrives. Enfin, je dis on parce que je me sens tellement concernée. On y arrive quand même. Mais c'est vraiment un travail d'énergie puis de Moi, je voudrais juste pour conclure parce que alors juste un dernier mot de Cécile et après il faut vraiment qu'on termine la table ronde. On a parlé nous artistes de notre implication vers ces lieux de soins, mais c'est important aussi de penser que les concerts, le chanson à 2 accords, ce sont aussi des objets qui permettent que les gens qui sont extérieurs à l'univers du soin, extérieurs à l'hôpital, extérieurs à la maladie, puissent aussi faire un pas. Et ça, c'est très très important. Parce que moi, le nombre de gens, quand je dis que je travaille à Charles Perrins, qu'on me dit « Oh, tu travailles à Perrins ? T'as pas peur ?» Mais peur de quoi ? Enfin, on me dit pas forcément t'as pas peur, mais il y a quelque chose. Si, on le dit. Hein, on dit ça, oui. Voilà. Donc il faut aussi démocratiser, c'est pas le mot, mais il faut déstigmatiser et Chanson à 2 accords est un objet qui le permet. Voilà. Donc moi j'en ai quelques-uns à vendre que je peux pas vendre dans la bibliothèque parce que c'est interdit, mais que je peux vendre sur le parvis de la bibliothèque. Et évidemment, vous allez sur le site de la Mata ou Le Dire Autrement et vous le trouvez. Il est aussi en version numérique, mais c'est dommage parce que le livre est super. Parce qu'il y a un disque, toutes les partitions et toutes les paroles des chansons. Tu peux le présenter. Et les témoignages de nos interventions et plein de choses qui parlent de l'hôpital et des soins. Et plein d'anecdotes savoureuses à découvrir. Merci en tout cas à vous tous d'avoir pris le temps de venir et de partager vos expériences. On fait une petite pause de 15 minutes, le temps éventuellement d'aller vous rafraîchir, nous de réinstaller la scène, mais surtout revenez dans 15 minutes parce qu'il y aura le concert donc avec Mathieu Hamon et Pierre Bouguier. Vous dire aussi, parce que Madame tout à l'heure déplorait le fait qu'il y ait peu de monde, alors c'est vrai que c'est un peu regrettable, surtout vu la qualité des interventions. Sachez que normalement cette table ronde a été filmée et devrait être rediffusée en replay sur la toute nouvelle chaîne YouTube. J'en profite pour faire un peu de com. La chaîne YouTube de la bibliothèque. Alors je sais pas exactement sous quel délai, mais voilà, d'ici quelques temps, n'hésitez pas à regarder. Et en théorie, vous devriez retrouver cette table ronde. Donc si vous avez des collègues que ça intéresse, faites passer le mot. Nous, ça nous fera des vues sur YouTube, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis ça permet de diffuser la bonne parole aussi. Voilà. Donc, par contre, le concert, en revanche, il va pas être filmé. Donc, il faut absolument que vous reveniez dans 15 minutes pour le voir. Justement, j'ai une petite demande à vous faire. Si pour le concert, vous pouvez être plus près de nous, ça serait vraiment chouette qu'il y ait un cocon, parce que c'est pas grave qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais si on est près de vous, c'est super. Si vous êtes un peu éparpillés, c'est moins chaleureux, moins agréable. Et moi, je tiens à remercier Noémie et la bibliothèque parce que il y avait de la qualité peut-être chez les intervenants, mais vraiment, tu as super bien préparé ça et vraiment un beau travail. Merci beaucoup.